placé dans un hall d'entrée pour accueillir les visiteurs, probablement. Un château, une grande demeure. Une grande demeure, oui. Cet Apollon du IIIe siècle avant Jésus-Christ, auquel on va ajouter la partie supérieure, est en plâtre, armé de filasses de bois, ce qui renforce l'épreuve. Les mouleurs statuaires sont des artisans de haut niveau. Après le moule, qui se reconstitue comme un puzzle, on fait des retouches en y apportant toute la méticulosité possible, en se mettant en harmonie avec l'œuvre. Et vous y travaillez depuis combien de jours? Depuis à peu près 2 semaines. En comptant le coulage de la pièce dans le moule, et puis la réparation, puis finition maintenant que je suis en train de faire. Là. On est des pompeux en quelque sorte. Vous êtes des? Des pompeux. Des pompeux. Des faussaires. Des faussaires. Si vous préférez, car bon, on reproduit l'œuvre pour ainsi dire dans son intégralité, au niveau du grain et de la patine, par la même occasion. Quand on va dans un musée, par exemple, et qu'on fait une prise d'empreinte, on sort l'objet de la vitrine, on l'a dans les mains, on travaille dessus pendant quelques heures, une journée, 2 jours, et on le revoit après derrière la vitrine. Là, il y a un sentiment, quelque chose de fort, de puissant, parce qu'on a détenu quelque chose qui a des dizaines, des centaines, des milliers d'années, quelquefois, dans les mains. Des milliers d'années, tout à fait. Ouais. Ces artisans, parmi lesquels les jeunes ont fait un concours d'entrée et qui sont tous rémunérés par le musée du Louvre, après avoir eu pour certains une bourse du ministère de la Culture, ont conscience que le plâtre est un matériau vivant. Ces moules, destinés à des associations, des particuliers, des églises, des musées, sont pour les plus célèbres, reproduits plusieurs fois et mis dans une réserve en attendant les commandes qui n'ont jamais été si nombreuses. Nous sommes plutôt des artisans d'art, disons. Nous sommes astreints à travailler dans le sens vraiment du sculpteur, c'est-à-dire que c'est une copie la plus exacte possible que l'on nous demande de réaliser pour que la clientèle soit le plus satisfaite possible. De la réserve, les moules passent à l'atelier de patine. Ici, par exemple, on va donner l'aspect du bois à cette Vierge à l'enfant, le bois étant le matériau d'origine de l'œuvre. Ce splendide Jupiter d'Évreux, passé à l'atelier de patine, est en plâtre lui aussi. Ça fait partie d'une commande importante pour la région de Saint-Émilion, qui a décidé de nous commander à peu près 200 moulages qui seront mis en vente après, et l'argent récupéré ira pour la restauration d'un sauvetage d'une chapelle de la région. Ces pigments colorés qui sont des terres naturelles sont les mêmes que ceux dont se servaient les artistes à l'époque préhistorique. Dans l'atelier de patine, on retrouve la teinte de base de l'œuvre. On procède aussi au poudrage et on enduit les statues de cire. C'est Saint-Georges terrassant le dragon, ça, madame. Oui, et ça vient du château de Gaillon. C'était dans la chapelle haute. Ça date du XVIe siècle. C'est un marbre. L'original est un marbre. Donc le moulage a été fait là-bas. Oui, le moulage a été fait là-bas. Et il vaut 14 200 francs. C'est comme si le public découvrait les moulages du musée du Louvre. Des particuliers viennent ici à la boutique proche du Trocadéro pour emporter chez eux toutes sortes de statues. Ici, une déesse égyptienne, pas moins que ça. Voilà une statue. C'est Imhotep. Elle est au musée du Louvre. C'est une belle figure. C'est très lourd. Vous venez d'où pour l'acheter? Je viens d'Allemagne et bon, la figure me plaît beaucoup. Mais on achète surtout à la boutique du musée du Louvre, sous la Grande Pyramide, où sont exposées et mises en vente les reproductions d'œuvres sculptées qui sont au musée. Le public a parfois, face à des chefs-d'œuvre, des réactions très matérielles, mais si spontanées. Les sous-sols de l'atelier de moulage du Trocadéro constituent la plus grande gypsothèque du monde. C'est ici que sont entreposés les moules de statues illustres, comme la danse de Carpeaux, qui se trouve sur l'une des façades de l'Opéra Garnier. C'est une réserve qui est proprement unique au monde. Unique au monde de par la variété de moules qui existent, représentant des tonnes et des tonnes de sculptures internationales, mais aussi unique parce que dans son histoire, il n'y a jamais eu d'interruption.
ce lieu a toujours vécu, depuis la fin du 19e jusqu'à nos jours, l'atelier a toujours été exploité. À plus ou moins long terme, toutes les statues prestigieuses devraient être reproduites pour être conservées. Reproduites avec des matériaux de synthèse résistant très bien à l'extérieur. Il y va de la survie de notre patrimoine. Je vous propose maintenant de goûter une petite douceur ensoleillée, le calisson d'Aix-en-Provence. Depuis le XVIIe siècle, ce bonbon célèbre a fait le tour du monde, mais il garde sa forme, son goût et ses secrets. Ce visage de la Provence, c'est aussi celui des chemins de berger et de la transhumance. Dans les Alpes de Haute-Provence, chaque année, au début de l'été, une famille de bergers s'acharne encore à conduire des milliers de brebis à pied vers les estives du col d'Alos. C'était un sous-garde, ça, là. La grêle nous a attrapés. On est resté moi et Livio à suivre le troupeau. Les autres, ils avaient tous calés. Hein. Oh, la grêle, elle tapait les orages au fan des pieds. Mais nous, on était comme on appelle la grosse passion. C'est les sonnailles qui nous faisaient marcher, nous. Hein. Le bruit des sonnailles. Rien que d'entendre les redons arriver, comme j'ai entendu ce matin, j'étais à la cime des crêtes, moi, là, vous voyez? Que j'entendais monter les sonnailles, oh, mais merde, c'était beau, hein. Et c'est pour ça qu'il faudrait que ça continue, tout ça. Nostalgie d'un vieux transhumant, alors que Drailles et Caraïre, ces chemins millénaires qui vont aux alpages, disparaissent peu à peu du paysage. En début d'été, la nature provençale exulte. Bêtes et gens reprennent leur migration pastorale, tout un patrimoine. Dans nos régions, il y a des traditions. Les vieux, dans un temps, ils partaient d'Arles avec des paquets de brebis. Ils avaient des paquets d'ânes, je veux dire, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de fourgon. S'il y avait peut-être moins de circulation, s'il y avait moins de contraintes, eh bien, il y aurait peut-être plus de bergers qui monteraient encore à pied. On traverse des villages, les gens, c'est pas une haie d'honneur, mais ils sont là, au bord de la route, et ils nous attendent pour nous regarder passer. Et puis après, il y a ma patrouille de France, là. La patrouille de France, c'est les boucles. C'est eux qui ont les grandes cornes, ce sont eux qui ouvrent la marche. Ils me servent à rien, ils mangent tout l'hiver pour rien, et ils me font plaisir que pour les yeux, ce folklore. On part à l'aube. Derrière l'âne, le vrai troupeau de Provence, 3000 moutons, 12 chiens, 5 bergers, plus quelques chèvres du Rove, les meneuses. Aux heures chaudes, haletantes, la caravane s'immobilise. Les brebis chôment. Les bergers des environs descendent, on boit le canon, on évoque les temps anciens où l'âne tirait le charton. C'est meilleur qu'un coup de pied dans la jambe, ça. Dans le charton, il y avait le barda, la cuisine, il y avait une bête qui boitait, et les poules. On avait toujours 8-10 poules pour manger en transhumance. Vous voyez, des poulets, des poules, cette huile à pain. Et ça on partait de Istres, et quand on arrivait à Villardans, on n'avait plus de poules à manger, plus de lapin. On avait tout mangé en route. C'était joli, ça. Des fois, une brebis qui prenait un coup de voiture, hein. On n'avait pas de frigo, alors il fallait manger assez vite. Là. Puis encore de route, oh, putain, ça c'était joli. C'était bien, quoi, c'était, comment on appelle, l'amitié. Alors le soir, on s'arrêtait, mettons, comme là, et puis il y avait des paysans qui venaient, alors qu'on connaissait parce qu'on passait, les autres années on avait déjà passé, et on les invitait à souper pour arriver à finir à manger la brebis. On n'avait pas de frigo. Oh, le lendemain, ça sentait mauvais si on n'avait pas mangé. Et ça faisait une fête. C'était, je vous mens pas, magnifique. Personne ne peut plus imaginer ce que ça a été cette nuit. Personne. Tard dans l'après-midi, la vague de laine s'anime vers ses paradis alpestres. À tour de rôle, jusqu'à la nuit, les chiens sont à l'œuvre, de vrais chiens de berger, des complices. Mais il n'y a plus de berger que ça, le sifflet. Ils ont le sifflet des gendarmes, là. Dans le temps, normalement, un berger, quand il se faisait embaucher, la première des choses, savait siffler. En patois, il demandait si on savait siffler. Si le berger ne savait pas siffler, c'était pas dit qu'il soit embauché. Un bon berger, en principe, il a un bon chien, mais il faut qu'il se le mène tout le temps, lui. Le soir, on s'arrête tous autour du feu, on discute. Là, bon, on se raconte un peu les anecdotes de la journée. On y était aujourd'hui, tu as vu quand on est passé là-bas. Heureusement que mon chien est allé les retourner. C'est presque tous les soirs les mêmes discours, mais ça nous fait plaisir. 200 km en 12 jours, le temps pour les montagnardes
de s'accoutumer à l'altitude, à la liberté. Lorsqu'aux premières neiges, il faudra revenir, il n'y aura plus de touristes, plus de caméras et des bergers heureux. On continue notre voyage avec un personnage très important, surtout dans les campagnes, c'est l'épicier ambulant. Il amène un peu de vie avec sa tournée, il sillonne les routes jusque dans les coins les plus reculés, comme dans les Hautes-Corbières, une très jolie région de l'Aude. En tournée, on va vers les gens ils viennent vers vous, tout le monde a besoin de tout le monde, quoi. Et je pense que c'est grâce à ça que tout le monde vit un petit peu dans les campagnes, hein, que les campagnes vivent. Il y a des villages où les gens se rencontrent que le jour où ils passent l'épicier ou le boulanger ou le boucher. Aïe! On va se faire engueuler, hein. Le temps en retard. Le bonhomme avec le camion, comme on l'appelle parfois, traverse des villages qui comptent entre 20 et 40 habitants. Bouis, Montjoie, Lanette, les Hautes-Corbières, une des régions les plus désertes de France, où l'arrivée du marchand une ou deux fois par semaine est bien la seule animation, où les premiers commerces sont à plus d'une demi-heure de route. Vous me donnerez mardi prochain. Ça marche, voilà. Pas de problème. Voilà. Il arrive très souvent que l'on paye plus cher, nous, en gros et hors taxe, que ce que ça se vend dans un hypermarché au détail aux clients. Et ça nous pose de plus en plus de problèmes, quoi. Pour pouvoir vivre et quand même pour pouvoir assumer tous les frais comme tout le monde, hein, on est obligé de pratiquer quand même au moins la marge de 30%. Ah, vous savez, il faut bien qu'il gagne sa vie. Oui. Provision pour une semaine ou simple achat d'appoint, les clients de Michel Rateau sont fidèles et ne regardent pas trop les prix. Sa présence rassure. L'épicier passe, qu'il vente ou qu'il neige, on peut compter sur lui. Et puis, il rend service aux personnes âgées et aux malades. Un kilo de pommes, hein? Dans les villages et dans les fermes les plus isolées. Du beurre de régime. Qu'est-ce que vous voulez quand vous avez quelqu'un qui vous sert devant la porte là? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le boucher, c'est pareil. Eh oui. Pendant ce temps, la femme de Michel Rateau tient une épicerie à Arc, un village de 200 habitants. Mais c'est la tournée, 3 fois par semaine, qui fournit les 3/4 de la recette et permet à l'entreprise d'être rentable. Le problème, c'est que ce sont des villages où les clients et les personnes sont assez âgés. Et moi, je suis encore assez jeune et je ne suis pas sûr que ça puisse marcher toujours, quoi. Ça fait que je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer, quoi. Peut-être que les gens se renouvelleront, que les gens reviendront à la campagne, les jeunes aussi de plus en plus. Je dis toujours à ma femme, va acheter à l'épicier, c'est tout. Parce que c'est un jeune qui nous rend service et qu'il faut conserver. Voilà. À Montjoie, l'épicerie a fermé il y a 15 ans. À l'époque, les carambars valaient 5 centimes pièce. La boutique sentait bon le jambon de pays, le fromage de Roquefort. Aujourd'hui, il reste une vingtaine d'habitants. Un commerce ne pourrait plus marcher ici. Alors, il roule. À propos de commerce, une grande question qu'on se pose souvent au moment de Noël. Pourquoi donc le foie gras d'oie coûte-t-il plus cher que le foie gras de canard? Eh bien, c'est une question de gavage, car il est plus difficile de gaver les oies que les canards. Et dans le Gers, le gavage, c'est une affaire de femmes. Lucie a 93 ans. Pour nous, elle a repris l'entonnoir et le bâton à gaver. Assise sur sa boîte, elle a immédiatement retrouvé les gestes de la gaveuse. Le maïs blanc qu'on égrène et qu'on fait descendre doucement dans le jabot de l'oie. À Espaon, au fond du Gers, les femmes ont toujours gavé et Lucie a commencé à 12 ans. Et vous aimiez bien ça, gaver? Il fallait le faire. Aimer ou pas, quand on l'a, il faut le faire. Vous avez les bêtes, il faut bien les utiliser. Ici, les oies ne sont gavées qu'à l'âge adulte, après avoir couru en plein air et becqueté de l'herbe toute leur vie. La tradition s'est perpétuée de mère en fille. Chez les dames Ruffat, il y a 4 générations de gaveuses fières de la qualité de leur élevage.
Clémence, 73 ans, utilise la boîte à gaver de sa mère 2 fois par jour. 2 heures de travail à chaque fois. Simplement, un petit moteur électrique a remplacé le bâton à gaver. Mais elle veille de la même façon au maïs qu'elle écoule dans l'entonnoir. Il faut que le grain soit chaud aussi, maintenant il est presque froid. Quand il est chaud, ça glisse davantage. Bon grain, bon foie, Clémence gave 200 oies chaque année. Des oies qui deviennent grasses en 25 jours au lieu de 15 dans les élevages industriels. 30 km plus loin, à Vigneault, c'est pareil. Il n'y a plus que Marie-Rose et la femme du maire qui font de l'oie. Tout le monde gave du canard parce que c'est très facile. C'est un jabot large et l'oie c'est un tout petit jabot. Les premiers jours, vous faites mal. Sitôt qu'il y a un étranger dans les tables, c'est fini, vous ne gaverez plus. Parce qu'elles bougent, elles sont nerveuses. Compte tenu des contraintes et du coup de main nécessaire, il y a, ma foi, de moins en moins de gaveuses d'oie. Ces femmes et leurs traditions sont recherchées par quelques conserveurs pour qui la qualité de la matière première garantit le bonheur de la dégustation. Jean-Michel Brunet, l'inventeur du foie gras millésimé, ne s'approvisionne que dans ses fermes gasconnes. Pour lui, un bon foie gras peut se garder plus de 20 ans. Il subit le même sort que le vin, puisque le vin est issu de la vigne issue de la terre. Bon, ben, le foie gras issu de l'oie, mais l'oie issue de la terre, puisque en fait, elle se nourrit avec du blé, du maïs, de l'avoine, de la luzerne, du trèfle, des orties. Bon, c'est vrai que tout ce qui est industriel, ils font pas ce genre d'élevage, mais ils peuvent pas, on peut pas tout faire. Ce conserveur, amoureux de l'authenticité, fournit les plus grandes tables de ce monde. C'est ainsi que l'oie de Lucie finira certainement dans l'assiette d'un prince ou d'un président. Normal, puisque toutes les histoires de marchandes de foie commencent par « Il était une fois ». À propos d'histoire, je voudrais vous raconter celle d'une auberge du Vercors. C'est une maison forestière où l'on vient seulement à pied ou à ski. Pas d'eau, pas d'électricité, c'est l'auberge de Malaterre. Les aubergistes de Malaterre ont chacun leur manière de remonter le temps. Pour Bernard Chabert, le voyage commence souvent très tôt quand il prépare le pain avec son père. Le bon pain à l'ancienne, comme on l'a toujours fait dans la famille depuis la construction de la ferme des Olivets en 1793. Et c'était les frères Jacques qui disaient la confiture qui coule par les trous de la tartine. Bon, avec ce pain-là, la confiture coule pas par les trous de la tartine. C'est du pain qui se tient. De son côté, Lydia, la femme de Bernard, enfourche le scooter des neiges pour traverser les époques. Elle se dirige vers le refuge de Malaterre, une baraque de bûcheron construite au début du siècle, perdue au fond des bois. Le grincement de la porte et les petits bruits qui peuplent Malaterre sont déjà tout un voyage. Ce que le Vercors compte d'histoire et de souvenirs sur la vie des hommes autrefois, le promeneur pourra en avoir une idée en s'arrêtant un instant à Malaterre, ne serait-ce que pour savourer quelques plats typiques, le gratin aux herbes, la poule aux ravioles ou le veau de lait à la polenta. Et la polenta, moi je la sers avec les noix, puisque les noix, c'est vraiment le produit du Dauphiné. Et je mets du fromage dedans aussi, du bleu, le bleu qui est notre bleu de pays, le bleu de Sassenage. Pendant ce temps, 5 km plus bas, à la ferme des Olivets, le four attend. Là, je travaille toujours à l'œil. Maintenant, voilà que mes briques, elles sont bien blanches. Ça va être le moment de sortir les braises. Durant 2 heures, la chaleur des briques va cuire le pain. À Malaterre, c'est un peu la même chaleur qui berce les clients. Le skieur de fond, personnage souvent pressé, pourra y suspendre son vol parmi les vieux objets et la poussière parfumée d'un autre temps. Ici, pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de voiture, pas de chambre non plus. On n'y dort pas. Et chaque matin, pour mieux se fondre dans ce lieu, Lydia et Bernard Chabert endossent la peau, les habits et les manières des montagnards d'il y a 100 ans. Est-ce que ça évoque des choses pour vous, cette ambiance? Ah oui, toute notre jeunesse. Parce que moi, je suis d'un pays de montagne aussi. Je suis de la campagne. On avait les vaches, les chevaux, tout ce qui est ici. C'est un peu notre vie d'autrefois. Moi, je me rappelle, étant gamin, il y avait des tas de maisons encore comme ça, où il y avait un petit poêle à 3 trous à l'entrée qui chauffait, et où il y avait des tas d'outils accrochés au mur, parce que
parce que les gens en avaient besoin constamment et ils n'allaient pas dans le hangar pour chercher les outils, ils les prenaient accrochés au mur. L'homme, en principe, l'hiver, travaillait directement dans la cuisine, on disait il charronnait, il réparait les chars, il faisait des meubles, il faisait des joues, voilà, c'était... Et donc, nous, ici, on a recréé, si vous voulez, un intérieur d'une maison du Vercors, début du siècle. Aujourd'hui, cette baraque les fait vivre. Grâce au tourisme, bien sûr, mais aussi grâce au travail. Car tous les jours, il faut monter de la ferme l'eau, le pain, le lait, le fromage. Il faut quitter le confort moderne et plonger dans un autre monde, les yeux fermés. J'avais un rêve quand j'étais petite. Mon grand-père, mes grands-pères étaient des grands-pères mythiques. Parce que je ne les ai pas connus et on me racontait toutes leurs histoires passionnantes. Un qui était braconnier, grand braconnier devant l'Éternel. Et je rêvais qu'il revenait. Et je me disais, mais s'ils reviennent, ils vont trouver tellement de choses changées qu'ils vont repartir. Et je rêvais toute petite d'un endroit où ils pourraient revenir et se retrouver tels qu'en eux-mêmes. Et je crois que s'ils voulaient revenir, là, ils pourraient. Et je crois que de temps en temps, leur âme vient se promener. Pour retrouver l'âme de ses grands-pères, Lydia raconte parfois quelques légendes du Vercors, quelques histoires de paysans, de bûcherons ou de brûleurs de loups. Et avec l'aube, bien sûr, arrivent les brûleurs de loups. Alors Jules croit... Malaterre devient alors plus mystérieuse, plus chaleureuse, et l'on se prend à oublier les skis qui nous ont menés là, à vouloir rester encore un peu. Et oui, c'est vrai, pour se raconter des histoires, rien ne vaut un bon moment passé au coin du feu. Et pour ranimer la flamme, on a besoin d'un soufflet. Il en existe de toutes sortes et il s'en fabrique encore en Auvergne et dans le sud-ouest.